Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Abdelhalim Touré, responsable du cabinet AT Corporate, qui anime le bulletin d'information dénommé Islamic Finance Insight. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, la primeur de pouvoir discuter avec le docteur Mohamed Béchir Beled, qui est un expert de la finance islamique. Nous allons, dans cette interview de les coulisses de la finance islamique, aller à la découverte de Docteur Mohamed Béchir Beled. Avant toute chose, merci pour l'honneur que vous nous faites d'accepter cette invitation, malgré vos activités que je connais très chargées ces derniers temps, des formations en cours que vous êtes en train de réaliser, pour nous permettre, ou pour permettre à nos auditeurs, à nos suiveurs de vous découvrir. Nous allons tout simplement vous demander de décliner votre personnalité, votre présentation et de nous dire aussi quel est votre parcours professionnel et votre expertise en finance islamique. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et comme vous venez de dire, je suis docteur Mohamed Béchir Belaïd, je suis tunisien. Donc, je suis docteur en finance avec une expertise en finance islamique. Donc, le titre que je peux présenter de moi-même, c'est ce que vous avez présenté. Je suis un consultant international et je suis expert en finance islamique avec un parcours qui a commencé très tôt avec la finance islamique depuis les années 2006 et 2007, des années durant lesquelles j'ai commencé mon premier travail de master en finance et banque pour le sujet de la finance islamique, qui était un sujet qui n'était pas très abordé en Tunisie en ce temps-là. Donc, c'était un sujet pour justement vulgariser des concepts, pour présenter la finance islamique d'une façon générale à un public qui ne connaît pas généralement beaucoup de la finance islamique. Après ce travail de recherche en matière de finance et banque, bien évidemment, j'ai réalisé la thèse aussi en finance islamique et j'ai commencé un parcours professionnel qui a commencé avec l'université parce que j'ai un amour vers l'enseignement et vers l'enseignement supérieur d'une façon spécifique parce que dans l'enseignement supérieur, le public, c'est un public qui est plus conscient et qui est plus apte à comprendre des concepts qui sont parfois plus compliqués que celles d'un enseignement dans d'autres domaines. Donc, j'ai commencé pour 5 ans d'enseignement supérieur à l'université dans laquelle j'ai enseigné la comptabilité financière, la finance islamique et le système de gouvernance islamique pour différents niveaux, pour des bachelors, pour des licences, pour des MBA, pour des masters, donc qui regroupait en même temps le domaine de la finance conventionnelle et aussi une attention particulière au domaine de la finance islamique. Après 5 ans dans l'enseignement supérieur, j'ai rejoint le groupe international Al-Baraka Bank, qui est un des plus grands groupes bancaires de la finance islamique dans le monde, à la Baraka Bank Tunisie, dans laquelle j'ai évolué dans différents départements, dans différentes directions, stratégie, de marketing, agence, réseau, etc., pour faire un peu d'accompagnement, que ce soit au niveau de la stratégie globale de la banque, au niveau de la conception de produits nouveaux de la finance systémique pour cette banque, parce que dans le temps où j'ai rejoint ce groupe bancaire en Tunisie, c'était durant les années 2013, une année qui a été marquée par un événement très connu qui est la conversion d'une banque offshore à une banque onshore. Donc, même la gamme de produits a changé pour offrir plus de produits de la finance islamique à une gamme bien déterminée qui est les particuliers, non pas seulement les entreprises. Donc, j'ai passé 7 ans dans ce groupe bancaire qui est le groupe Al-Baraka Bank en Tunisie. Et après, j'ai rejoint le domaine du consulting parce qu'en parallèle, j'ai cofondé et je suis associé du cabinet qui est B&W for Consulting and Training. Je suis aussi consultant senior dans une fintech qui est responsable de l'édition de logiciels informatiques pour les banques et les assurances parce que, comme vous le savez, dans ce temps-là, on a besoin de la finance, ça c'est vrai, mais on a besoin aussi de l'IT pour accompagner aussi les institutions financières. Donc ça, c'est grosso modo. En parallèle, bien sûr, j'ai écrit des articles sur la finance islamique dans des revues à l'échelle internationale. J'ai fait des formations, des accompagnements. Peut-être on aura le temps après, par la suite, de présenter certaines de ces activités. Voilà. Très intéressant, votre parcours à la fois académique et à la fois professionnel qui allie vraiment les deux compétences à la fois pratiques, à la fois théoriques. Vous avez fait, comme vous le dites, un doctorat en finance islamique. J'aimerais bien rebondir là-dessus pour savoir quelle a été la thématique qui vous a préoccupé dans ce doctorat-là. Oui, c'est une très bonne question parce que, comme vous le savez, dans les travaux de recherche, il faut
être très pertinent dans la problématique de recherche pour ne pas aborder des sujets qui ont été déjà abordés. Parce que lorsqu'on dit on a fait un travail de recherche dans le domaine de la finance systémique, on a une petite contrainte, disons, si on peut qualifier ça, d'aborder des sujets qui ont été faits et on entre dans la répétition. C'est pour ça qu'on a travaillé dans la thèse de la finance systémique sur le sujet qui est le risque systémique, dans une approche de comparaison entre les banques systémiques et les banques conventionnelles. Parce que généralement, quand on aborde le sujet du risk management ou bien la gestion de risque, on a souvent l'image de risques qui sont déjà communs et connus, comme le risque de crédit, de liquidité, qui sont des risques spécifiques à l'institution financière elle-même. Mais lorsqu'on prend une échelle, pardon, plus macroéconomique, on va s'intéresser à un risque plus élevé et un risque plus étendu, et dont le risque de propagation est aussi plus élevé, qui s'appelle le risque systémique. C'est quoi le risque systémique? En fait, c'est le risque qu'une crise financière ou bien un problème financier qui se déclenche dans une institution ou bien dans un pays, il a un risque de se propager dans d'autres institutions ou bien dans d'autres systèmes financiers. Donc, on se demandait comme problématique, est-ce que dans les systèmes financiers qualifiés comme mixtes, parce que comme vous le savez, la finance islamique, elle évolue soit dans un système qui est totalement islamique, ça c'est le premier cas, soit dans un système qui est mixte, là où on trouve la finance conventionnelle et la finance islamique qui conjointent simultanément. Donc dans ce cas, on se demande, dans un système qui est financier mixte, le risque systémique, est-ce qu'il est plus élevé ou bien il est moins élevé? En d'autres termes, est-ce que l'apparition d'institutions financières islamiques dans un paysage financier quelconque, est-ce qu'il est en train d'accroître les risques ou bien il diminue le risque? Donc c'était ça en fait la problématique. Et bien sûr, la zone géographique sur laquelle j'ai travaillé, c'était la zone MENA, Middle East and North Africa, et c'était un échantillon de banques islamiques et conventionnelles qui opèrent dans différents pays pour en fait mesurer ce degré de risque systémique. Voilà. Très certainement, ce parcours vraiment édifiant et vraiment merveilleux vous donne quand même une certaine idée ou bien une certaine compréhension de l'évolution de la finance islamique en Tunisie ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour nos auditeurs, nos suiveurs qui sont dans la zone de l'Afrique, dans la zone ouest africaine de l'espace UEMOA? Oui. En fait, la finance islamique, la Tunisie, elle n'est pas isolée de son continent parce que on évolue tous dans un paysage financier et économique qui est très, très similaire dans notre continent africain. Donc, si je parle de la finance islamique en Tunisie, c'est une expérience en fait qui est ancienne. Pourquoi? Parce que on voit l'apparition de la première banque islamique en Tunisie en 1983. Donc, il y a déjà pas mal d'années pour la création d'une première institution financière islamique en Tunisie. Mais euh, ces données historiques n'empêchent que depuis cette année qui est 1983, on n'a pas eu une évolution très importante de la finance islamique en Tunisie. C'est pour ça, en fait, qu'on devrait attendre jusqu'à l'année 2010-2011 pour voir la deuxième banque islamique s'installer en Tunisie. Et après, il y avait des institutions d'assurance, etc. Pourquoi ce ralentissement, disons, de l'évolution de l'industrie de la finance islamique? La réponse, elle est très claire et très pertinente. Et à travers cette réponse-là, je vais vous donner l'aperçu de ce que je vois sur les pays de l'Afrique que vous avez évoqués. C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment un cadre réglementaire spécifique à la finance islamique durant toute cette période. En fait, il y a une banque islamique qui opère, c'est vrai. Cette banque islamique, elle est sous l'égide de la banque centrale du pays, mais elle est traitée tout comme les autres institutions financières conventionnelles. À titre d'exemple, c'est un peu de détail, le produit de la Mouraha, par exemple, il est qualifié par la Banque centrale en ce temps-là comme le produit de crédit à intérêt. Les mêmes méthodes de contrôle, la même qualification juridique, donc il n'y avait pas une spécificité de cette finance islamique. Lorsqu'on a eu des textes réglementaires, pardon, et là je fais référence par exemple aux années 2012-2013, où on a vu l'apparition du premier texte réglementaire en Tunisie de la finance islamique. Là, les choses commencent à bouger encore plus, parce qu'on a déjà la définition des modes de financement, quelles sont leurs particularités, quels sont les moyens de contrôle, quelles sont leurs méthodes d'évolution, etc. Donc, la finance systémique, d'ailleurs, après l'apparition de ce texte réglementaire, il y avait une chose très intéressante, c'est que on parlait même d'instruments de marché de capitaux, qui sont les soukouk, qui est l'équivalent des obligations conventionnelles, ce sont les obligations islamiques. Le pays, ou bien le gouvernement, il a même réfléchi à financer le budget d'État à travers ces instruments de capitaux islamiques qui sont les soukouk. Donc, pour les pays africains, là, je parle de la zone parce que, comme vous le savez, il y a dans notre continent, il y a différentes approches réglementaires.
Il y a soit des pays qui ont seulement leur banque centrale qui édite les textes, etc. Mais il y a aussi dans nos pays africains des zones comme la zone CEMAC ou bien dans la zone UMAWA, etc. Donc, qui présentent une banque centrale qui chapeaute l'activité de pays communs. Donc, ce que j'encourage et ce que je félicite pour ces pays-là, c'est qu'il y a des textes spécifiques à la finance islamique, même très anciens. C'est-à-dire, pour une institution qui veut faire de la finance islamique ou bien qui veut offrir des modes de financement islamique, ils n'ont aucun problème parce que le texte réglementaire, il est déjà là. Et là, c'est vraiment un très grand pas vers la promotion et le développement de la finance islamique. Donc, ma remarque très claire, c'est que pour évoluer cette industrie, il faut avoir un cadre réglementaire spécifique qui va aider toutes les parties prenantes, que ce soit les institutions financières islamiques ou bien les propriétaires de capitaux ou bien même les régulateurs, ça va leur aider encore plus à harmoniser et à standardiser cette activité et à encore la faire développer. Si je reviens par exemple à l'exemple du soukouk en Tunisie, eh ben, on attendait un autre texte réglementaire pour que les choses bougent encore plus pour financer même le budget d'État, mais le texte est resté, disons, dans les casiers, ça n'a pas été rectifié, ça n'a pas été amélioré. Et c'est pour cela, même cette initiative de financer le budget de l'État, elle est restée embryonnaire parce que le texte n'a pas encore évolué. Donc, mon conseil pour tous les régulateurs et pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans le secteur de la finance islamique, dans tout notre continent africain, essayez de faire encore bouger le cadre réglementaire. Comme ça, vous allez donner une assise confortable pour bouger et pour développer les choses encore plus vers le mieux. Merci pour un peu vous donner la puce, l'information. Au niveau de l'espace des États membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, la réglementation a commencé par évoluer au niveau bancaire. Il y a eu des institutions qui ont été prises par la BCAO. Il y a aussi le marché financier qui est en train d'être organisé. Il y a aussi le marché des TECAFOL. Il y a en tout cas sur tous les secteurs, il y a de la réglementation qui est en train d'être mise en place. Il y a plus de 10, il y a 17 institutions de finances islamiques, qui soient full ou bien qui soient des fenêtres de finances islamiques, qui sont en train d'évoluer dans la sous-région. Quand je parle de la sous-région UMOA, nous avons 8 pays qui composent cette sous-région-là. Je vois bien que nous sommes presque dans les mêmes réalités d'évolution, quant à enlever ce qu'on appelle le vide juridique pour pouvoir permettre aux institutions de finances islamiques de pouvoir bien évoluer. Je voudrais bien savoir un peu si vous pouvez nous donner une idée de la cartographie de l'occupation des institutions de finances islamiques en termes de banques, microfinance, assurance, takaful et marché financier. Comment ça se cartographie en Tunisie? Bon, en Tunisie, on a le schéma ou bien le paysage de la finance islamique en Tunisie. C'est très simple parce que on a déjà trois banques islamiques à la place. On a aussi trois institutions d'assurance islamique TACAFL aussi en Tunisie qui sont la propriété de ces banques-là. Donc chaque banque, c'est comme ça le concept de banque assurance. Donc chaque banque islamique, elle a déjà sa branche en assurance islamique ou bien sa branche en TACAFL. Donc il y a des fonds d'investissement islamiques qui sont gérés aussi par des sociétés d'investissement. Il y a deux ou trois fonds d'investissement. Donc, à part cela, en Tunisie, on n'a pas vraiment autre chose. Même l'instrument de marché de capitaux qui est là et qui a prouvé son efficacité partout dans le monde. Je parle là des soukouk, bien évidemment. Parce que le problème de tout État, c'est le déficit du budget d'État. On cherche à combler ses ressources financières pour un peu avoir un équilibre et une balance dans le budget d'État. Donc, cet instrument-là, malheureusement, même s'il y a un texte réglementaire embryonnaire, ça n'a pas bougé, donc ça n'a pas été pratiqué. Ça a été pratiqué le soukouk seulement par une banque islamique de la place. Je ne sais pas, est-ce que je peux citer le nom ou bien ça fera partie de la publicité, mais c'est une banque islamique qui opère en Donc, Tunisie. Hum, vous pouvez y aller parce que oui, c'est une émission, c'est un bulletin d'information sur la finance islamique. voilà. Donc, cette banque islamique-là, elle a fait recours au soukouk donc d'une façon interne, c'est-à-dire sur le marché local. Donc, elle a eu des difficultés entre guillemets, elle a voulu avoir plus de ressources financières, disons, pour augmenter sa capacité financière. Donc, cette banque islamique, elle a utilisé ce texte réglementaire, c'est une très, très belle initiative en fait, et elle a fait une émission de sukuk et elle a réussi à lever des fonds importants pour combler ses insuffisances financières.
Donc, les sukuk, qui sont les instruments de capitaux très importants, ont été utilisés seulement sur le marché local, donc non pas sur le marché international. Et aussi, ce n'est pas au niveau de l'État, c'est seulement au niveau des institutions elles-mêmes. Donc ça, c'est pour les sukuk. Sinon, pour les banques islamiques qui opèrent à la place aussi, il y a une chose qui bouge, qui sont l'ouverture des agences, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapprochement, une proximité des clients, mais il y a aussi, comme on peut dire les avantages, on peut dire aussi les inconvénients pour essayer aussi de les corriger. Il y a peut-être un manque de communication de l'information financière islamique auprès du grand public. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir des agences qui sont, par exemple, auprès dans chaque quartier ou bien dans chaque ville, qui ouvrent une agence. Ça, c'est bien, la proximité. Mais le plus important, c'est que tu sois près de leur mentalité, de leur cerveau et de leur information pour leur communiquer un peu l'information sur la finance islamique. Bah, à titre d'exemple, les gens, lorsqu'ils vont s'adresser à la banque islamique, ils ont une petite conviction, disons, religieuse, qui disent que voilà, ça c'est halal, ça c'est haram. Mais quand même, du point de vue économique et financier, pour des gens qui sont conscients et intellectuels, elles doivent connaître les différences réelles qui existent entre une finance conventionnelle et une finance islamique. Il ne suffit pas, c'est mon avis personnel bien évidemment, il ne suffit pas de dire que c'est halal ou c'est haram, ça c'est très important, mais aussi il faut convaincre à travers une approche scientifique, à travers une approche méthodique qui fait comprendre les gens de la différence entre conventionnel et islamique. Et aussi leur présenter les avantages, parce que quand même, dans les modes de financement islamique, il y a plein d'avantages. Et même dans l'Occident, l'Occident, il est en train vraiment de saisir cette opportunité de la finance islamique parce qu'il connaît que dans ce contexte de crise financière et économique qui sont partout dans le monde, on est en train de prouver une efficience, on est en train de prouver un amortissement et une gestion de risque plus efficace. Donc, pourquoi pas aussi présenter les avantages des modes de financement, que ce soit pour les particuliers ou bien aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est grosso modo la cartographie de la finance islamique en Tunisie actuellement. Merci pour cette bonne connaissance de la finance islamique en Tunisie, ce qui fait que vous avez mis en place un cabinet pour accompagner les entreprises, les institutions de finance islamique. Parlez-nous un peu de votre cabinet. En fait, durant mon expérience aussi dans le domaine bancaire, je suis cofondateur associé au cabinet qui est cabinet B&W for Consulting and Training. C'est un cabinet de consulting et de formation qui s'intéresse ou bien qui a comme corps métier la finance islamique. Ça n'empêche qu'on fait d'autres activités, mais ça vraiment c'est notre activité principale, c'est notre expertise majeure, c'est la finance islamique. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cabinet? Il y a deux volets. Donc comme son nom l'indique, il y a le volet de la formation, il y a aussi le volet du consulting. Donc, je vais prendre un par un. Si je prends le volet de la formation, même avant la survenance de la crise de Covid-19, la crise de Covid, on a choisi une approche, disons, ou bien une stratégie, c'est que travailler totalement en ligne. Parce qu'on a eu que, ou bien on a prouvé que le travail en ligne, ça permet de faire une flexibilité au niveau du travail, que ce soit pour nous ou aussi pour les gens ou bien les parties prenantes qui vont travailler avec notre cabinet, même avant la survenance du Covid. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une formation en présentiel. Ça, c'est important. Et le contact, ou bien le face-to-face, ou bien le contact physique, c'est très important. Mais aussi, ça n'empêche que même lorsque vous faites une formation en ligne, dans n'importe quel domaine, et notamment dans le domaine de la finance islamique, ça permet de faire des économies pour vous et aussi pour la personne participante, qui n'aura pas à se déplacer dans un temps bien déterminé. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que généralement, dans les formations en ligne, on a un enregistrement. Donc, même celui qui a, disons, raté une chose durant la formation, donc il a un recording, il y a un enregistrement sur lequel il peut revenir à tout moment. Et ça présente en fait disons, une mémoire et un disque dur qui va être ou bien qui va servir à ses propres connaissances par la suite. Troisième chose, c'est qu'on peut faire la formation à n'importe quel moment et à n'importe quelle date et n'importe où. Donc, c'est comme si on est ouvert à tout le monde, même prendre même avec pas la peine de prendre un billet d'avion et se déplacer, etc. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour ça. Donc, le volet formation du cabinet, on fait toujours des formations en ligne, que ce soit pour les particuliers, ou bien aussi pour les entreprises, ou bien aussi même à la carte. Par exemple, on reçoit certaines fois des demandes de gens ou bien d'institutions qui disent que voilà, j'ai un besoin spécifique dans ce domaine bien particulier. Eh bien, on étudie notre disponibilité, on étudie la disponibilité de la personne qui a demandé cette formation et on fait ce qu'on appelle la formation à la carte.
peut-être votre public va demander quels sont les champs d'intervention, parce que lorsqu'on on entend la finance islamique, c'est un terme Absolument. très généralisé. Pardon? Absolument. Quels sont les différents modules, les Voilà, différentes thématiques? voilà. Parce que la finance islamique, pour les gens qui connaissent pas trop la finance islamique, peut-être elles vont dire que la finance islamique, c'est juste une formation et voilà, je suis devenu expert en finance islamique. Là, non, c'est pas ça. Donc, la finance islamique, il y a les fondements de base de la finance islamique. Lorsqu'on parle de fondements de base, par exemple, les sources, les principes, et les principes, lorsqu'on dit les principes, c'est un simple mot, mais les principes, ça contient vraiment trop de détails parce que pour chaque principe, on peut organiser même des séances et des séances de formation par exemple pour le riba, pour le partage des pertes et des profits, pour le garage, etc. Donc tout ça, tout principe, c'est un chantier à part qui nécessite vraiment une connaissance très approfondie. Ça, c'est les fondements de la finance islamique. On peut avoir aussi des formations en comptabilité de la finance islamique. C'est quoi la comptabilité de la finance islamique? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, la comptabilité, c'est la comptabilité en fait. On ne va pas inventer quelque chose de nouveau. Mais ce qui fait la différence entre une comptabilité islamique et conventionnelle, et là je donne un avant-goût, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'information financière. Parce que la finance islamique, c'est qualifié comme finance éthique. Donc, puisque c'est une finance éthique, donc on n'a pas besoin seulement de l'information financière. L'information financière, elle est très importante, mais en même temps, on doit donner de l'importance à la relation avec les parties prenantes, aux besoins d'information pour les gens, par exemple, qui ont des comptes d'investissement parce qu'ils sont considérés comme des partenaires des institutions financières islamiques. Et puisqu'il y a aussi des produits qui sont différents, comme la morale, Hamouchel, Ijar, etc., donc certainement, il y a un traitement comptable spécifique pour chaque mode de financement parce que ce n'est pas assimilable à un crédit à intérêt. Parce que le crédit à intérêt, c'est un produit unique. Ça, on le dit souvent dans les formations. Donc, lorsque vous vous adressez à une institution islamique, vous avez besoin de voitures, ou bien de financement de stock, ou bien de construire une maison, ou bien n'importe quel besoin, le produit conventionnel unique, c'est le produit de crédit à intérêt. Par contre, dans l'institution financière islamique, selon votre besoin, on peut vous donner le produit adéquat. Donc, c'est pour cela que le traitement comptable va différer d'un produit à une autre. Il y a bien sûr d'autres formations comme le système de gouvernance actionnariale, partenariale, ou bien aussi les comités sharia, parce que le comité sharia, c'est tout un chantier aussi. Là, je répète le même mot parce que vraiment, c'est un chantier. Le comité sharia, quels sont les rôles, quelles sont les missions, quelles sont les méthodes de contrôle pour les comités sharia. Tout ça aussi, c'est très important pour qu'un participant qui a l'intention, peut-être, je ne dirais pas de le convertir totalement, mais qui veut même donner du consulting pour les institutions de la finance islamique, il aurait besoin de savoir les méthodes de contrôle pharaïques de ces institutions-là. Donc, la gestion de risque, l'audit, etc. Donc, tout ça, ça fait partie des formations. L'autre volet de l'activité du cabinet, c'est le domaine du consulting. Donc, le domaine de consulting, ça, soit nous, on cherche aussi des opportunités à travers des TDR qui sont continuellement publiés par des institutions internationales ou bien par des individus qui veulent des participants pour faire le consulting. Donc, on participe tout comme les autres cabinets dans ces missions-là et on attend à ce qu'on soit sélectionné. Ou bien aussi, on prend nous-mêmes l'initiative parce qu'on a déjà des contacts avec des institutions internationales comme la Banque islamique de développement, par exemple, ou bien d'autres institutions qui sont connues dans ce domaine. Donc, on essaie aussi de mettre comme une candidature spontanée, si on peut dire ça, pour participer à des missions. Peut-être la question qui se pose, quel est l'exemple de projet dans lequel on était impliqué Absolument, absolument. dans cette OK. domaine. C'était de Voilà. savoir quelle est votre relation avec les institutions de finances islamiques. Donc, comme nous y sommes, vous pouviez y aller. Oui. Donc voilà, parmi les missions ou bien les projets dans lesquels ont été impliqués, je me rappelle du dernier projet, par exemple, un des derniers projets, qui est un projet de micro-TAKEF au Cameroun, par exemple. Donc le micro-TAKEF au Cameroun, c'était un projet qui est financé par la Banque islamique de développement et qui est aussi développé par le Bureau international de travail, l'ILO, l'International Labour Organization. Donc c'est un projet, le projet du micro-TAKEF, ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à créer un produit de TAKEFL pour une population cible qui est vulnérable. Et cette population cible, c'est la population de femmes enceintes vulnérables. Elles ne possèdent pas les moyens, malheureusement, les moyens financiers pour faire le suivi de leur grossesse. Donc, c'était la question ou bien la problématique, c'était de trouver un produit financier islamique en même temps, mais et qui répond aussi à leurs besoins. Et ce produit-là, qu'on a fait la conception et avec le plan opérationnel, etc., donc c'est une démarche vraiment très intéressante parce que
on suit le produit dès le début jusqu'à la concrétisation définitive. Donc, c'était intéressant parce que on ne s'intéresse pas juste à fournir des fonds à ces femmes enceintes vulnérables. Mais plus loin que ça, c'était la question de leur donner l'opportunité de devenir génératrices de revenus, c'est-à-dire financer des actifs, ça s'appelle AGR, activité génératrice de revenus, pour que ces femmes enceintes, maintenant, elles ont besoin d'argent pour accompagner leur grossesse, mais au plus tard, elles auront leur propre source de revenus et elles auront aussi la capacité de gérer leur santé, de gérer leurs dépenses d'une façon autonome. Et c'est ça le plus important parce que dans la finance islamique, c'est pas une finance de charité seulement, mais c'est une finance aussi qui fait ou bien qui donne un souffle pour faire de l'effort, pour devenir lui-même autonome et pour générer des revenus lui-même. C'est ce qui est intéressant de la finance islamique parce que la charia, elle nous encourage à travailler, elle nous encourage à ne pas être dépendant des autres, mais au contraire, être autonome le maximum possible. Très intéressant et très édifiant ce témoignage, cette expérience qui est faite au cœur de l'Afrique elle-même. En fait, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport aux accompagnements que vous offrez, tant auprès des professionnels qu'auprès des institutions de finances islamiques, bien sûr? Ok. Parmi les défis qui rencontrent quelqu'un qui travaille dans la finance islamique d'une façon continue, c'est soit les connaissances du domaine. Donc, on prend un temps pour faire comprendre les concepts de la finance islamique from scratch, comme on dit en anglais, donc depuis zéro. Donc, on essaie de faire comprendre les opérateurs qui travaillent avec nous de la finance islamique, de leur faire comprendre la différence, parce que parfois, on trouve des professionnels ou bien des institutions qui sont, disons, entre guillemets, soumis à travailler à la finance islamique sans aucune conviction. Là, je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on a un projet qui doit être concrétisé par une institution financière et qui est financé à travers une institution internationale islamique, comme la Banque islamique de développement. Donc, ces institutions-là seront obligées de commercialiser un produit de la finance islamique, même s'ils n'ont pas cette conviction-là, parce que le bailleur de fonds principal exige, pour donner les fonds, que le produit soit conforme aux préceptes de la finance islamique. Dans ce cas-là, l'institution elle-même, elle, est, elle entre dans ce marché-là. Elle veut recevoir ces fonds-là du bailleur de fonds principal, mais en même temps, elle doit avoir un produit qui est conforme. Mais elle n'est pas convaincue, là je parle de l'institution ou bien de la personne qui est le focal point, qui est la personne principale qui dirige ce projet-là, elle doit comprendre les mécanismes ou bien les différences qui existent entre finances conventionnelles et islamiques. Donc ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi, c'est que lorsqu'on va par exemple, faire la conception de produits. Je continue dans le même exemple de la conception de produits parce que là, c'est vraiment l'un de nos points forts de notre expertise dans le cabinet. Dans la conception de produits, on doit faire vraiment une analyse réglementaire du contexte ou bien du paysage dans lequel le produit sera implémenté. Et là, je ne parle pas juste des textes réglementaires de la Banque centrale du pays, mais loin de ça. Par exemple, pour offrir un produit qui fait partie du TACEF, tu auras besoin de comprendre le système de protection sociale du pays, tu auras besoin de savoir ou bien de comprendre aussi le système, à part la protection sociale, le système de santé, par exemple, le ministère de Santé du pays, comment il fait le remboursement ou bien la prise en charge, etc., dans ce cas-là. Et tu dois aussi comprendre le cadre réglementaire proprement dit. Donc, c'est une sorte de recoupement, en fait, comme si tu es en train de recouper plusieurs éléments et faire ressortir une conclusion. Est-ce que ce produit, il est concevable? Tu peux le produire, tu peux le concevoir. Est-ce qu'il sera opérationnel avec le maximum de chances de réussite ou pas? Donc ça, c'est vraiment une contrainte, ou bien j'utilise votre mot qui est le plus adéquat, c'est le majeur défi, parce que j'aime pas le mot problème ou bien le mot contrainte. Le mot défi, c'est le mot le plus approprié. L'un des défis majeurs, c'est de faire étudier le terrain convenablement. Sinon, s'il n'y a pas cette étude du terrain minutieuse et cette étude de terrain qui est faite avec tous les moyens nécessaires pour la comprendre, on sera contraint ou bien on pourra avoir un problème ou bien une problématique d'offrir un produit qui n'est pas viable. Et là, c'est pas vraiment, on n'a rien fait parce que le souci dans la finance islamique, c'est la continuité de l'activité. Lorsque vous allez concevoir un produit ou bien vous allez faire un projet, la finance islamique s'intéresse à ce que ce produit-là ou bien ce projet soit viable, soit contenu avec le maximum de chances de réussite. Donc, je récapitule. Les deux défis majeurs, disons, c'est la connaissance ou bien la méconnaissance dans le domaine de la finance islamique. Et le deuxième défi, c'est l'analyse du cadre réglementaire et l'analyse du terrain
dans lequel tu vas concevoir le produit-là. Donc ça, c'est grosso modo les défis majeurs pour travailler avec les institutions qui veulent travailler avec la finance systémique. Merci, docteur Mohamed Béchir Beled, pour cet entretien que vous nous accordez ce jour. Et merci aussi de partager avec nous votre expertise et votre expérience dans le domaine de la finance islamique. Le temps qui nous est imparti est en train de finir. Vous allez nous dire comment vous voyez l'avenir de la finance islamique? Bon, pour la finance, l'avenir de la finance systémique, vraiment, je vois un avenir très, très brillant. Pourquoi? C'est pas des jeter de fleurs ou bien je parle de n'importe comment et n'importe où, mais parce que je suis très proche des textes réglementaires qui sont en train d'apparaître et je suis très proche aussi de personnes comme vous et aussi des personnes qui travaillent dans la finance systémique d'une façon générale. Donc, je vois une motivation. Ça, c'est parce que si on veut réussir quelque chose, on doit avoir la motivation interne. Sans cette motivation interne qui nous pousse vers l'avenir, qui nous pousse vers le futur, on ne peut pas vraiment évoluer et on ne peut pas se développer. Donc, premièrement, je vois une motivation très, très importante de la part de plusieurs personnes et de la part de plusieurs parties prenantes qui travaillent dans ce secteur de la finance islamique. Deuxièmement, cette motivation, ce n'est pas juste des paroles, mais c'est une motivation qui est concrétisée à travers aussi des textes réglementaires qui sont très, très intéressants. Et là, je peux donner un tout petit exemple. Lorsque je parle de textes réglementaires dans les zones UMOA, je vois précisément qu'il y a des textes qui parlent de la finance islamique avec les guichets à travers des institutions totalement islamiques. Il utilise des termes de Sharia board, il utilise des termes de la morale, ijara, mudarba, etc. Donc vraiment, le régulateur est en train d'adapter les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est très important. Sinon, si tu vas assimiler ça, et vous vous rappelez très bien, au tout début de l'interview, j'ai évoqué l'exemple de la Tunisie en 1983, où il y avait la morale qui est traitée comme le crédit à intérêt. Et ça, vraiment, a mis un handicap au développement de la finance islamique. Donc, lorsque le régulateur utilise une terminologie, une nomenclature qui est appropriée et spécifique à la finance islamique, vraiment, je vois un avenir très brillant pour cette industrie. Et je vois aussi une conscience qui est en train de se propager. Je vous donne un petit exemple. Je vois pas mal de fois, on reçoit des personnes qui disent, voilà, on veut faire une formation d'une façon même spontanée. Et ces gens-là ne sont pas nécessairement des banquiers ou bien des comptables, ou même des gens qui sont vraiment des ouvriers ou bien des gens qui n'ont pas une fonction dans laquelle ils exercent dans le domaine de la finance. Mais malgré ça, ils veulent comprendre pour gérer même imaginer leur affaire quotidienne en conformité avec la charia, en conformité avec la finance islamique. Et ça, c'est une conscience vraiment très, très importante parce que la finance islamique, c'est pas seulement pour les banques. La finance islamique, c'est pour moi, pour vous, pour notre vie quotidienne et aussi pour notre futur que je vois, Inch'Allah, très brillant pour nous tous. Merci, merci, docteur Béchir Beled. Si vous avez un dernier mot, c'est quoi? Je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Je vous remercie pour cette interview qui était intéressante. Et je salue cette motivation et je salue cette initiative de faire diffuser de la finance islamique partout dans le monde parce que maintenant, dans le domaine électronique, tout est facilement partageable, tout est facilement diffusable partout dans le monde. Donc, c'est pour cela que je vous remercie et je salue encore une fois et je félicite cette initiative de faire diffuser cette industrie de la finance islamique. Et j'ai vu aussi des séances précédentes avec des personnes qui sont experts aussi en finance islamique et c'était aussi très bien géré et c'était très bien diffusé aussi. J'invite à travers cette interview-là nos régulateurs, nos parties prenantes à donner aussi plus d'importance à la finance islamique parce que c'est un domaine qui est très promoteur. C'est un domaine qui pourra aussi présenter des solutions à plusieurs problématiques et à plusieurs problèmes et contraintes, que ce soit individuels ou bien institutionnels, ou aussi même gouvernementales pour nos pays aussi, parce qu'il y a des instruments qui sont très innovants. Aussi, j'adresse un message aussi aux gens qui travaillent dans la finance islamique parce que il ne suffit pas de présenter la finance islamique d'une façon classique, mais il faut aussi innover. Donc, on peut attirer plusieurs populations cibles à travers l'innovation. Donc, la finance islamique doit aussi se baser sur l'innovation, que ce soit au niveau de la conception de produits nouveaux ou bien par l'adaptation à ce qui est existant par rapport aux préceptes de la finance islamique. Donc, c'est un message que j'adresse à moi-même et j'adresse aussi à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la finance islamique. On doit vraiment focaliser sur l'innovation
on doit aussi focaliser sur l'IT parce que la finance et l'IT, c'est pas des choses dissociables, mais ce sont des choses complémentaires. C'est pour cela qu'il faut y avoir ce lien étroit entre l'IT, la nouvelle technologie et la finance islamique. Et là, on parle d'un lexique et d'une nomenclature qui est très partagée maintenant, actuellement, qui est les fintech islamiques. Donc, pourquoi pas propager cette initiative de fintech islamique pour trouver des solutions numériques et technologiques et aussi en même temps répondre à la finance islamique. Et comme dernier mot, je suis, comme vous venez de dire, que cofondateur associé du cabinet. Donc, si vous avez besoin de n'importe quelle information, que ce soit au niveau de la formation ou bien au niveau du consulting, là où vous êtes, on n'a pas vraiment une contrainte géographique parce qu'on travaille en ligne et même s'il y a des visites sur place, il n'y a pas de souci, mais on travaille aussi en ligne qui nous facilite notre tâche, qui facilite aussi votre tâche. Donc, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook, sur LinkedIn, nos pages BNW, comme ça se prononce, BNW for Consulting and Training. Notre mail, c'est bwconsultingtunisia@gmail.com et on aura le temps de vous répondre et Inch'Allah, vous serez satisfait du service qui vous sera fourni. Merci encore. Merci, docteur Mohamed Bachir Beled, pour ce temps que vous avez passé avec nous. Et je vous reprends au mot. Pour faire avancer la finance islamique, il faut de l'innovation. Il faut aussi une association avec les fintech. C'était donc les coulisses de la finance islamique du bulletin Islamic Finance Insight. Nous gardons le contact et nous sommes toujours tout prêts et tout motivés à continuer le travail de la sensibilisation de l'information sur la finance islamique. C'était Abdelhalim Touré, responsable de AT Corporates. Et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.